Que tu peux nous donner quelques éléments sur les derniers événements déjà. Eh bien, donc, il vient d'avoir lieu le premier tour de l'élection présidentielle, qui marque aussi la fin du mandat du gouvernement de Gabriel Boric, une nouvelle gauche, centre-gauche, qui a gouverné pendant 4 ans. Et cette présidentielle confirme une tendance qui était à l'œuvre depuis plusieurs années, mais là, il y a une accélération très claire, c'est la consolidation d'une extrême droite ou des extrêmes droites au Chili, puisque donc on avait une candidate communiste qui a gagné les primaires de la gauche, du centre-gauche, donc qui était à la tête d'une coalition très large, qui allait même du centre-droit au Parti communiste, avec le soutien de petites organisations extra-parlementaires. Janet Jara, et donc qui a mené une campagne plutôt au centre-gauche. Elle a obtenu autour de 24%, donc beaucoup plus bas que ce que la coalition attendait, qui espérait au moins 30%. Et en face, on avait les droites multiples qui n'ont pas été ensemble à la présidentielle. En gros, le premier tour a servi de primaire, mais ça montre la droitisation de tout le champ politique chilien, puisqu'on avait euh, José Antonio Cast, qui se présente pour la troisième fois. C'est une extrême droite pinochetiste, décomplexée, on peut dire ça comme ça, qui revendique l'héritage de Pinochet, qui est xénophobe, anti-migrant, qui a un discours très sécuritaire et anticommuniste. On avait la droite traditionnelle incarnée par Evelyne Matei, qui est elle-même quand même fille d'un général et d'un ancien ministre de Pinochet, et donc qui est dans le champ politique actuel est présentée comme la droite, même si elle est déjà c'est la droite radicale, qui s'est complètement effondrée lors de cette élection présidentielle. Donc ça confirme l'effondrement des partis traditionnels, je pourrais en redire deux mots. Il y avait Johannes Kaiser, qui est un outsider, qui a réussi à se positionner à la droite, de l'extrême droite. On ne pensait même pas que c'était possible, qui est une sorte de Milei pinochetiste, antiféministe, anti-migrant, ultra-libéral, qui a fait une campagne sur les réseaux sociaux notamment, et très radicale, néo-fasciste à la chilienne, on pourrait dire. Et lui, quand même, il a réussi à faire plus de 13%. Cast a fait autour de, alors je ne me rappelle plus, de 23%, presque 24%. Ah oui, pardon, Jara elle avait fait presque 27, 26,8. Euh, Cast presque 24. Et le phénomène qui n'avait pas été trop anticipé dans la campagne, c'est Parisi, un populiste, ouais, on va l'appeler comme ça, un populiste de droite, qui est à la fois misogyne, anti-migrant, sécuritaire, mais avec certaines mesures sociales dans son discours très simple, on va dire, genre, vous voulez du pouvoir d'achat, on va enlever la TVA sur les couches et le lait, des choses comme ça, qui est un personnage assez fantasque, mais qui a réussi vraiment son pari, puisqu'il est en troisième position avec presque 20% des voix. Et il a fait en partie sa campagne de l'étranger, au travers des réseaux sociaux et de YouTube. Donc le scénario est très très compliqué. On était pour la première fois dans le cadre d'un vote obligatoire avec inscription automatique. Donc ça fait que la participation a été très haute, parce que 86% de participation, c'était du jamais vu depuis la transition démocratique en 89. Et si on, encore deux mots, si on regarde en termes de classe, et c'est ça qui est très problématique pour la reconstruction d'une perspective populaire anticapitaliste, les classes populaires ont voté très massivement pour Cast et pour Parisi. Vraiment, les communes les plus populaires de Santiago, par exemple, de la métropole, c'est Cast qui est majoritaire, c'est complètement effrayant. Alors que la candidate communiste, féministe, ancienne ministre du Travail, à la tête de cette coalition large, a plutôt des bons résultats dans les communes moyennes, moyennes supérieures, voire certains quartiers riches. Donc là, il y a une question d'ancrage aussi populaire qui est très très problématique. Et territorialement, le territoire de Chili est complètement fragmenté. Tout le Grand Nord, c'est Parisis qui est majoritaire, dans 4 régions, avec son discours très fortement nationaliste, anti-migrant. Tout le sud agricole et mapuche, c'est Cast, qui est très majoritaire, avec son discours ultra-conservateur, familialiste, antiféministe, et même avec un discours contre les luttes du peuple mapuche.
Et le centre, où il y a la métropole, Santiago, Valparaiso, globalement, c'est la gauche qui l'emporte. C'est saisissant de voir bah, les mouvements de balancier qu'il y a depuis quelques années, notamment autour du débat sur la Constitution. Comment t'expliques ces grands mouvements et le fait que, comme tu l'as glissé, la gauche n'arrive pas du tout à construire quoi que ce soit et que, au contraire, les couches populaires se tournent vers la droite, voire l'extrême droite? Ouais, c'est vraiment impressionnant le basculement qu'a pu vivre le Chili en 5 ans, en fait, 5 6 ans. Euh, on peut peut-être revenir un peu en arrière, mais donc il y a eu la transition démocratique, mais qui a pas réglé de nombreux problèmes, avec beaucoup d'impunité. Le modèle économique de Pinochet s'est maintenu, même consolidé en démocratie. Il y a un rejet très fort des élites, des partis traditionnels, de la figure présidentielle, avec des luttes qui ont monté en puissance. Et en 2019, il y a eu une très grosse explosion sociale. Estallido social, c'est une révolte populaire contre le néolibéralisme, mais très hétérogène, hein, mais avec un discours très fortement contre la caste politique, mais avec aussi un discours contre les inégalités sociales, pour des meilleurs salaires, pour la dignité de la vie, du travail, pour la fin du sacrifice environnemental que signifie le modèle extractiviste chilien qui dévaste toute la nature chilienne parce que c'est que l'exportation de matières premières. Tout ça s'est explosé en 2019. Ça a ouvert les possibles. Et d'une certaine manière, le fait que Gabriel Boric ait gagné la présidentielle, c'est un effet aussi de cette lutte par en bas, même si Boric lui-même n'en est pas issu directement. Ça, c'est important à souligner. Mais ça a ouvert les possibles après plus de 20 ans d'un consensus néolibéral géré soit par le centre-gauche, soit par la droite. Euh, Boric, c'est le produit de ça, avec à la tête du Front large. Ça a permis au Parti communiste aussi de co-gouverner quand même le Chili pendant plusieurs années. Mais Boric n'a pas réglé les problèmes. Il a plutôt gouverné de plus en plus au centre avec les vieux partis issus du Parti socialiste chilien. Il était minoritaire au Parlement. Il a participé à désarmer les mouvements sociaux plutôt qu'à les consolider. Il a même eu une politique de plus en plus sécuritaire parce qu'il y a effectivement un problème de l'arrivée de cartels au Chili, une perception alimentée par les grands groupes médiatiques de la criminalité, même s'il y a un vrai problème, mais elle a été complètement amplifiée. Et il n'a pas répondu aux grandes questions qui étaient de la redistribution des richesses, d'être en dialogue avec les luttes du peuple mapuche. Au contraire, il a militarisé le Sud Chili. Sur le plan international, il a été un peu plus courageux, puisque sur la Palestine, il a été très clair. Bon, il y a eu des avancées en termes de semaine de travail, qui est passé à 40 heures, mais avec de la flexibilisation. Les retraites qui sont complètement privatisées au Chili, il y a eu finalement une toute petite avancée, mais contre en fait la consolidation du système. Et donc voilà, beaucoup de déceptions, peu d'avancées. Et progressivement, l'extrême droite, en fait, avec sa demande de retour à l'ordre, le discours anti-gauche, anti-communiste, le discours aussi qu'il fallait surtout pas revenir à une révolte comme octobre, on parle de l'octubrismo, a réussi à imposer son récit, en fait, à une gauche finalement désarmée, incapable de mobiliser par en bas et de s'affronter directement aux élites politiques et économiques du Chili. Et donc progressivement, c'est la question de la migration, avec un discours xénophobe contre les Vénézuéliens notamment, la question de la sécurité et du narcotrafic, et la question de moins d'État, plus de marché imposés par, euh, par les élites néolibérales, mais repris par l'extrême droite, qui a vraiment été au centre de tous les débats politiques. Donc là, il y a un basculement complet de justice sociale à discours xénophobe et sécuritaire, évidemment très favorable pour l'extrême droite. Dans un contexte de reflux des luttes de mouvements populaires qui sont revenus à un État plus fragmenté, issu d'une grande défaite, celle de l'Assemblée constituante de 2022, où il y avait eu une Assemblée constituante très progressiste qui allait très loin sur plusieurs sujets, pas assez loin parfois, mais très loin dans d'autres. Et elle a été défaite, notamment par un vote des classes populaires et une gauche sociale et politique qui n'a pas réussi à défendre cette Assemblée constituante.
Est-ce que tu penses que c'est pertinent de relier la situation actuelle avec ce qui se passe plus globalement en Amérique latine et notamment la pression des États-Unis? En tout cas, c'est à relier directement avec la consolidation d'alternatives, je mets entre guillemets, d'extrême droite, qui arrive avec un discours radical, entre guillemets, anti-système, même s'ils sont le système, en fait, ils sont vraiment au service des dominants, ça fait aucun doute. Ils vont consolider vraiment toute l'oligarchie locale. Mais ce qu'on a vu au Brésil avec Bolsonaro, ce qu'on voit aujourd'hui avec Milei en Argentine, et le Trumpisme qui est très actif et qui a vraiment une vision stratégique continentale, ça c'est important à prendre en compte, qui active vraiment une internationale d'extrême droite avec ses soutiens latino-américains. Ben, c'est dans ce contexte-là que la montée en puissance de Cast, de Kaiser au Chili, il faut la réinscrire là-dedans. Dans un moment aussi très d'anti-politique au sens où une partie des classes populaires sont perdues, sans alternative et rejettent en fait globalement les élites traditionnelles et vont se retrouver faute d'alternative à postuler pour une alternative finalement qui est celle de l'extrême droite. C'est aussi la crise des systèmes politiques en place hein, et du capitalisme latino-américain qui génère voilà, de la misère, des inégalités, de la destruction environnementale. Et en plus, comme tu le disais, le contexte là plus immédiat de la pression de Trump dans la Caraïbe contre le Venezuela et la Colombie. Le pari de Trump, c'est de s'appuyer sur tous ses alliés régionaux pour réaligner les États-Unis dans un combat de titans entre les États-Unis et la Chine. Et c'est ça la priorité en fait qu'il y a derrière tout ça, notamment le déploiement dans la Caraïbe. C'est évidemment recontrôler le Venezuela, mais déplacer la Chine qui dans les dernières années a beaucoup pris d'espace au plan économique, qui est le premier partenaire commercial par exemple du Brésil, du Chili, du Pérou, de toute l'Amérique du Sud qui paraissait complètement inimaginable il y a 20 ans, en fait. Donc là, il y a une ligne très claire de l'entourage de Trump là-dessus. Le responsable du commandement sud des États-Unis, donc pour l'Amérique latine, il a dit il faut répondre à la présence par la présence, en disant la présence chinoise est un danger stratégique pour les États-Unis. Et l'objectif, c'est recontrôler l'Amérique latine pour pouvoir se concentrer ensuite sur l'Indo-Pacifique. Que tu aurais quand même des éléments d'espoir, on va dire, comment tu vois les possibilités pour la gauche au Chili de faire face à cette situation? Ben, donc je suis en contact hein, avec plusieurs camarades sur place. Faut pas cacher que là, il y a un gros coup de déprime quand même. Même si ce qui est arrivé hein, dans ce premier tour, les militants le voyaient venir, c'était très clair. Mais à ce niveau-là, ça veut dire que le 14 décembre pour le deuxième tour, c'est quasiment impossible que la gauche, le centre-gauche gagne l'élection. Ça serait vraiment une très grosse surprise. Il y en avait une hein, en 2021. Il faut se rappeler que Kast était premier au premier tour et que Boric finalement avait gagné grâce à la mobilisation populaire des jeunes et des femmes. Sauf que ce n'était pas dans un contexte aussi dégradé que celui d'aujourd'hui, dans un contexte où les classes populaires votent très majoritairement du côté droite, extrême droite. Donc c'est ça le problème central. Comment aller chercher ces classes populaires pour les remobiliser autour d'un projet vraiment alternatif. Et dans ce contexte, bah, ce que disent les militantes sur place, c'est que déjà, il faut affronter évidemment l'extrême droite qui vient, qui, on l'a pas dit, en plus vient de rafler quasiment la majorité absolue au Parlement. Donc c'est pas ça sera vraiment un gouvernement appuyé sur une majorité. Il lui manque que quelques voix et il les aura avec les quelques députés de Parisie. Donc ça aussi, c'est une nouveauté. Au Chili, il y a souvent eu des gouvernements qui étaient minoritaires. Là, ce sera un gouvernement d'extrême droite majoritaire. Donc, tout faire pour freiner dans les urnes d'ici le 14 décembre en disant que, évidemment, pas un vote pour Cast, c'est un danger immédiat, essayer de mobiliser dans le mois qui reste dans les quartiers, mais ça va être très difficile et immédiatement après, appeler à une stratégie unitaire la plus large possible, mais en même temps en montrant toutes les limites hein, de ce progressisme qui a été au pouvoir dans les dernières années, pour réactiver une gauche par en bas, anticapitaliste, et en même temps qui rompe avec certains sectarismes qui peut continuer à exister dans une frange de la gauche extra-parlementaire chilienne. Merci, écoute, on suivra dans les prochaines semaines, je pense, l'évolution des événements. Et donc, bah, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci à toi.